Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, le nouvel épisode de Séquence avec Tigrane Rossine, notre invité qui a fait ses armes dans l'animation sur la série de France Télévisions qui s'appelle Meurtre A, qui est aussi le co-créateur de Lupin. On va avoir un très bel échange par rapport à ça avec lui. Et dernièrement, sa dernière création, La Famille Rose, a été vraiment encensée par les critiques à Série Mania. On va découvrir sa méthodologie, sa façon de travailler, son inspiration, bref, son parcours et tous les petits trucs et astuces qui vous serviront peut-être, vous qui nous écoutez. Et c'est dans quelques instants, juste après les petites audios de circonstances, avec Maxence, mon acolyte, comme d'habitude. À tout de suite. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoire. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoire. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. C'est la rentrée des classes, Maxence. Ouh, ça va, l'été s'est bien passé. Bah ouais, écoute, j'espère, et vous qui nous écoutez aussi, que vous avez pris beaucoup de plaisir, parce qu'on ne s'est pas arrêté avec Maxence cet été. Vous avez pu le découvrir sur la série d'été qu'on a lancée, que vous avez retrouvée tous les 15 jours, avec nos invités pour voilà, avec cet objectif de créer une série de A à Z en partant de rien. Vous avez pu vous en rendre compte, donc ça c'est chouette. On vous tiendra au courant de l'avancée de ce projet-là. Écrit du coup, en tout cas copensé à 4 paires de mains. J'espère voilà que ça sera un fil conducteur de la nouvelle saison de Séquence. Et puis si vous avez apprécié justement cette série d'été, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous on serait ravis justement de réfléchir encore avec Maxence à des, on va dire, des spéciales, des séries spéciales. Maxence, t'as préparé ton petit sac d'école, ta petite trousse, tout est prêt pour cette rentrée? Ah bah tout est prêt. On est prêt à accueillir quelqu'un aujourd'hui aussi, puisqu'on reprend du coup Séquence en bonne et due forme, la petite formule qu'on a d'habitude. Et aujourd'hui, on reçoit Tigrane Rossine. Salut Tigrane. Salut David, salut Maxence. Salut. Alors, je vais te mettre en plein écran dès que j'aurai réussi à le faire. Voilà, c'est parfait. Oui, merci, comme disait Maxence, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on s'est eu il y a quelques semaines avant l'été pour échanger un petit peu. On avait beaucoup suivi, notamment les retours très qualitatifs de ta dernière série en date qui s'appelle La Famille Rose. Et on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, le petit protocole, on va dire, petit protocole habituel, c'est Maxence qui va t'introduire en quelques mots. Ouais, bah merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Donc, les gens peuvent te connaître en tant que scénariste. En soi, tu n'as pas fait que ça. Tu as un parcours qui est vachement riche avec beaucoup d'expériences différentes, que ça soit en tant qu'assistant réal ou tu as été encore lecteur. On te connaît pour des séries comme Lupin ou prochainement La Famille Rose qu'on viendra avoir prochainement. Moi, la question qui m'intéresse pour commencer, c'est comment le déclic s'est fait en fait au niveau de l'écriture. Alors, j'imagine, comme beaucoup de scénaristes, j'ai un parcours assez pas en ligne droite. Très rapidement, après un bac scientifique, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait une licence de droit.
Et puis, j'ai arrêté, j'ai fait du théâtre. J'ai essayé de faire comédien. C'était pas du tout ma zone, mais j'étais dans la bonne direction. C'était les histoires. C'est ce que j'ai assez vite compris. Après quelques années de panouille et un petit peu de théâtre expérimental, j'ai mis le cap sur le métier de scénariste que j'ai identifié, tout en me disant comment on fait ce métier, comment on en vit, comment on élève des enfants. Ça m'a paru assez compliqué de prime abord, et donc j'ai pris un chemin de traverse en identifiant le métier effectivement de premier assistant réalisateur, qui permettait, qui m'a permis de servir un double objectif, qui était celui d'avoir à la fois une connaissance technique des scénarios, donc c'était une forme d'approche, et puis de travailler une colonne vertébrale dont j'ai senti qu'elle était, même si on écrit assis, absolument nécessaire pour pouvoir travailler en tant qu'auteur, parce que le métier exige un positionnement solide pour pouvoir avancer correctement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Et après, j'ai fait 5-6 ans premier assistant sur des films institutionnels, un long métrage, des gros cours. Enfin, j'étais intermittent. Et j'ai, pendant ce temps-là, travaillé mon outil en essayant d'apprendre avec les moyens du bord comment écrire. Voilà. Et donc, le déclic s'est passé assez tôt, et la concrétisation a pris un petit temps quand même. Et quand je me suis senti prêt, voilà. Après, j'ai fait la formation, le grand atelier série du conservatoire du CEEA. Et voilà. Le fameux CEA où sont passés la moitié de nos invités. Comment tu la qualifierais ton écriture au tout début? Tu sors du CEA et j'imagine que de toute façon, là, et puis tu as évolué avec les années, mais à l'époque, c'était quoi tes points forts et c'était quoi, ou les trucs où tu t'es dit merde, là, ça merdouille? Alors, quand je suis sorti du CEA, la question a été effectivement ensuite de travailler. Hein. Alors moi, je suis un mec assez pragmatique, c'est-à-dire que j'identifie les problèmes et j'essaie de mettre en place des actions pour les résoudre, hein, comme des bons personnages de base. Et donc, mon écriture, elle a toujours été extrêmement méthodique et avec un soupçon de déni. C'est-à-dire que si on est trop conscient ou du chemin à parcourir, on peut rien faire. Donc j'ai toujours avancé avec le sentiment que j'étais au bon endroit, mais finalement j'étais tout le temps en dessous du bon endroit, donc c'est une manière de progresser. Et quand je suis sorti du CEA, de manière assez pragmatique, je me suis dit comment je peux démarrer ce boulot, et j'ai vu que dans l'animation, il y avait à cette époque-là en tout cas pas mal de taf. J'ai démarché, j'ai eu de la chance de décrocher un premier contrat, et ça s'est pas arrêté depuis. C'est-à-dire que je suis plutôt un bosseur, et j'ai fait ce qu'il fallait pour avancer. Et donc, pour répondre plus précisément à ta question, quel genre de scénariste j'étais? Donc méthodique, alors j'ai envie de dire acharné, mais je trouve que le mot est un peu négatif. En tout cas, très engagé. Et je cherche jusqu'à ce que je trouve, en fait. Et ça peut prendre longtemps, et avec le temps, j'apprends à ce que ça prenne moins de temps. Mais voilà, j'écris jusqu'à ce que j'ai la sensation que c'est pas trop mieux. Tu nous l'as dit, comme quoi tu as fait un passage par le théâtre, par l'acting, avant de commencer ta carrière dans l'écriture. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta façon d'écrire? Est-ce que tu as quand même un visu en disant je sais qu'un acteur voudra ça? Est-ce que tu as même au niveau du personnage, sa tête dans ton écriture? Comment ça se passe? Ça m'a apporté plein de trucs à plein d'endroits différents. Effectivement, sur comment fonctionne un acteur, et aujourd'hui c'est assez intéressant et important de le comprendre parce que il y a à la phase notamment de lecture avec les comédiens, comment comprendre comment les comédiens s'approprient ou pas une ligne de dialogue. Mais ça m'a aussi apporté un truc, je crois, plus important encore, enfin plus opérationnel, qui est que j'arrive à raconter les histoires par oral. Et c'est ma méthode en fait, je travaille énormément, j'écris très tardivement. J'ai besoin de raconter les histoires à moi-même, à mes co-auteurs, aux producteurs, aux diffuseurs, avant même de les écrire. Pour pouvoir savoir si je la possède, il faut que je sache la raconter. Et donc je pense que le théâtre parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, très franchement, et m'a permis de un petit peu oser prendre la parole, et donc
me poser pour raconter une histoire à quelqu'un exercice dont on sait qu'il est particulièrement traumatisant, parce que quand on voit l'ennui profond dans l'œil de l'interlocuteur, c'est toujours. Je pense qu'on est tous un peu pervers en fait là-dessus. On aime bien se faire du mal en fait. C'est un mal nécessaire. Il n'y a rien qui a de bien. C'est le résultat qui compte. Hein. Et justement, quand tu fais cet entraînement-là, j'imagine que le but aussi, c'est comme tu disais, de maîtriser toi l'art oratoire, on va dire, sur la présentation de ton histoire. Et comment t'intègres et comment tu reçois les remarques justement des gens à qui tu as raconté cette histoire? Ah bah, très mal, toujours. Non, mais c'est là où c'est intéressant. C'est un travail quotidien, hein, de savoir recevoir les remarques. Je pense que le choix se fait avant. Enfin, j'essaie de choisir les interlocuteurs, c'est-à-dire les producteurs avec lesquels je vais travailler, notamment il faut un climat de confiance. Moi, mon mantra, c'est un écosystème bienveillant, sain, et c'est ce que j'essaie de mettre en place quand je monte des équipes, ce qui n'exclut pas l'exigence ni l'intensité, mais la bienveillance. Et donc, je me débrouille pour choisir des producteurs dont je sais que les mots ne vont pas me blesser, juste m'agacer, parce que ça, c'est normal, parce qu'on a toujours envie de... Enfin, c'est quand même un métier où on passe, où la finalité, c'est de se faire juger par 1000 personnes sur ce qu'on produit à l'écrit. Donc, c'est quand même, il faut l'accepter. Mais comme je suis pas complètement maso, j'essaie de pas travailler avec des gens qui me sont hostiles, quoi. T'as un petit peu débuté dans l'écriture avec l'animation, tu nous l'as dit. Mais toi, en tant que scénariste, si vraiment on devait prendre un petit peu ce que tu avais envie d'écrire à l'époque, ça ressemblait à quoi les histoires que tu avais envie de raconter? Ah oui, bah quand je suis sorti du CEA, j'avais un biais pour la comédie. Donc c'est les histoires qui me venaient, c'est les formes plutôt qui me venaient le plus facilement. Et j'ai assez vite compris que c'était une forme extrêmement mal perçue, partagée. C'est-à-dire que ce qui est drôle pour l'un, mais jamais pour l'autre. Faire rire à l'écrit, c'est un enfer. Personne ne comprend jamais ce qu'on veut dire. Et donc, tu as eu des remarques du genre, mais pourquoi c'est drôle? Parce que moi, j'en ai entendu des comme ça aussi. Ok, d'accord, je vois, mais pourquoi c'est drôle? Et là, tu fais, ouais, c'est drôle, et beaucoup de c'est pas possible ici. Apparemment, j'avais un humour plus anglo-saxon, donc à chaque fois, on me remerciait poliment, on me disait, ah ouais, non, c'est très drôle, hein, mais alors pas chez nous, quoi, c'est plutôt en Angleterre. J'en ai pris mon parti. Je pense que je trimballe ça quand même. Il y a toujours une dose l'humour, c'est une distance, et moi, je suis un scénariste de la prise de distance. J'ai besoin d'un décalage, d'un recul pour pouvoir raconter des histoires. Donc il y a toujours un peu d'humour dans ce que je fais, même les trucs les plus sombres. Mais j'ai quand même pas, j'ai plus essayé trop d'écrire des comédies pour des comédies. Je suis allé faire les autres genres, quoi. On a tous un contrat au début qui est un peu plus marquant que les autres. Ça a été quoi le tien? Alors marquant comment? Parce que d'un coup, ça te fait passer dans une autre étape, soit professionnellement, soit intellectuellement. Tu sais, ce contrat où tu te dis, tiens, là, il s'est joué un truc clé et ça m'a permis vraiment de continuer, d'avancer, de m'améliorer. Bah, il y en a 3. Au tout début, j'ai décroché un et finalement 21 contrats pour une série qui s'appelait Corneille et Bernie. Et il se trouve que mes enfants avaient l'âge du public de Corneille et Bernie. Donc ça a été un moment de mise en route de mon activité de scénariste professionnel, avec la joie d'avoir un public à la maison qui était extrêmement réceptif, où j'avais l'impression de commencer vraiment à faire le métier. Et parce que la série était très drôle aussi. Et puis, le deuxième, c'est mon premier contrat j'ai vendu un meurtra. Enfin, une fois que j'ai fait l'animation pendant un bon moment, j'ai voulu passer en fiction. Et puis, évidemment, tout le monde m'a dit, c'est pas possible de passer en fiction quand tu fais de l'animation. Bon, je suis assez hermétique à ce genre de pensée limitante. Donc, j'ai proposé des pitchs de trucs de fiction. Et mon premier meurtra, c'était vraiment c'est pas la première fiction que j'ai écrite. Je crois que j'ai écrit des épisodes de Contact pour TF1, mais j'étais soutier sur cette série. Là, le meurtra Sarlat, que j'ai écrit avec un scénariste plus chevronné qui s'appelle Philippe Bernard, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier en fiction. Celui-là a compté.
Déjà parce que entre le moment où on a donné le pitch et le moment où on a eu la réponse, il s'est passé 9 mois, donc c'est toujours une bonne surprise quand on vous rappelle. Et puis parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai eu l'impression de rentrer dans la cour des grands. J'y ai quand même mis des trucs à moi, c'est-à-dire que j'y ai mis un peu ce qu'on disait tout à l'heure, un peu d'humour. Et le contrat a été marquant parce que il y a des amis qui m'ont fait le retour de me dire il y a vraiment on t'entend parfois dans ce truc-là. Donc je me suis dit il y a un truc, j'ai réussi, il y a quelque chose qui passe. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et le troisième, ça a été clairement Lupin en fait. Quand avec Florent Meyer, on a vendu le concept. Il y a eu, on a été viré après, hein, mais il y a C'est la base, Tigram, sinon oui, c'est très instructif et qui maintenant on y est retourné, donc tout va bien. Mais ce moment-là, on a avec Florent bâti from scratch une idée de qu'est-ce que pourrait être Arsène Lupin aujourd'hui, que Gaumont a dit oui, qu'Omar Sy a dit oui et que Netflix a dit oui. Il y a eu un moment où je me suis dit ce truc-là, c'est pas comme d'habitude. Il y a un changement de Ça s'est fait rapidement, ces décisions, ces feux verts? Totalement. Ouais. Pour être très franc, on a bidouillé un truc pendant une dizaine de jours et ensuite ça a été acheté par Gaumont. Ensuite, on a dû rebosser 3 semaines pour sortir un pilote et des perspectives de saison et on a dû faire un aller-retour et ensuite c'est très vite parti dans les mains d'Omar Sy qui a dit oui en, je crois, 48 heures. Donc ça a été très vite. Et puis, quand Omar a dit oui, Netflix est arrivé pas très longtemps derrière. Donc tout ça, cette partie-là a été très vite. C'est après que c'était plus long et plus compliqué. Mais là, cette partie-là, elle était rapide. Et puis, honnêtement, même en ayant été viré mais en restant co-créateur de la série, à un petit pourcentage, ça nous a fait monter une marche, en fait. Le succès planétaire de Lupin nous a rendu visibles, même dans un coin de l'écran tout petit, ça a eu l'importance pour nous. Et donc voilà, c'est le troisième contrat important. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit sur le fait que c'est un petit peu ce qui se dit de ne pas pouvoir en faire de la fiction après justement avoir fait de l'animation. Mais toi, quand on regarde ton parcours, tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de formats différents, que ça soit du court-métrage, de l'animation, du polar, du fantastique. Comment tu expliques que tu as réussi à ne pas être mis dans une case? Peut-être parce que j'ai fait de l'animation au départ, finalement, parce que l'animation, c'est tous les genres en même temps. C'est de l'action, c'est de la comédie, ça peut être de l'horreur, ça peut être du thriller, ça peut être du fantastique. Donc déjà, voilà, alors ça s'explique pas pourquoi j'ai pas été mis dans une case. Pourquoi j'ai pas été mis dans une case? Parce que j'avais pas conscience de la case, peut-être. Parce que je pense que la case, on l'autorise, et moi, je crois que je l'autorise pas. À mon avis, il doit y avoir un truc comme ça. Hein. Quand je fais un nouveau projet, sans essayer de me situer par rapport à avant, ni par rapport à après. Je le fais. Déjà, je le fais pas tout seul, parce qu'on sait bien qu'on n'écrit pas les trucs tout seul. Donc, non, tu veux dire que j'aurais pu rester coincé dans la case animation ou dans la case polar ou dans la case potentiellement, oui. Tu sais, je crois que c'est peut-être parce que je n'arrive à écrire que les projets dans lesquels je crois. Et donc, il me semble que je ne sers pas la case ni le format, je sers l'histoire toujours. Et à mon avis, ça doit jouer, ça doit avoir son importance dans le fait d'être accepté, reçu dans la case d'après sans trop d'a priori, quoi. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai eu pas mal de bol aussi. C'est-à-dire que j'ai pas trop démarché. Ça a toujours été des opportunités, des rencontres. Et les rencontres, on sait bien qu'il y a un petit peu de poussière d'étoiles dans les rencontres qui fait qu'on sort du chemin laborieux d'avoir à montrer son CV. Et tu parlais des Meurtras, qui est en tout cas une ligne de production un peu particulière, parce que c'est un appel d'offres en fait de France TV, où chacun peut postuler avec sa société, avec une société de production pour proposer des pitchs. Toi, t'arrives comment dedans? Et quelle est la relation que t'as avec ton producteur à ce moment-là?
et comment vous formalisez finalement cette proposition de ce meurtre-là? Bon, encore une fois, la démarche est pragmatique. C'est quoi le genre de télévisuel qui marche le plus, là où j'ai statistiquement le plus de chances d'être embauché, c'est le polar. Je l'identifie, je le comprends. Ok. Quel est le point d'entrée du polar qui est très identifié, formaté? Meurtra en fait partie. Il y en avait d'autres, hein, mais Meurtra en fait partie. Il y a un petit côté ancrage local, voilà, qui donne une contrainte de départ qui permet de s'y projeter. Donc, comment j'ai fait? J'ai écrit un ou deux premiers pitchs de Meurtra que j'ai proposé à des producteurs qui l'ont refusé. Donc là, j'ai fait le parcours normal. Et puis ensuite, je rencontre donc Philippe Bernard et on se voit et on conçoit, on essaie de récupérer la liste des destinations disponibles. On bâtit assez classiquement dans un ping-pong un petit pitch, un gros pitch. Voilà, on le propose à une productrice qui était Elisabeth Arnac. Et ça lui plaît, elle l'optionne, elle le propose à France 3. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 9 mois plus tard, dans ce coup, on nous dit, ok, on est partant. On rencontre la conseillère de programme. À l'époque, c'était Marie Dupuy-Danjac. C'est intéressant parce que Marie Dupuy-Danjac, depuis, elle est passée productrice. Et puis après, j'ai fait d'autres polars avec elle en tant que productrice. Donc finalement, on rencontre les gens. Et le truc marrant qui m'a appris quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un brief et quel est le niveau d'importance du brief, on avait vendu un principe de meurtre en Auvergne, ouais, c'est ça. Et on arrive à la première réunion chaîne et on discute tout ça et très vite la chaîne nous dit, alors donc l'histoire est super, mais par contre on vient de se rendre compte qu'on avait déjà un meurtre en Auvergne, donc faut changer de destination. C'est comme ça qu'on est parti sur Meurtre à Sarlat. Ça m'a prouvé que c'est l'histoire qui prime plus que le brief ou la contrainte formelle. La contrainte formelle est plus une déclinaison, c'est une coque d'iPhone, mais en vrai, c'est l'histoire qui emporte le morceau. En tout cas, là, c'était le cas. Alors après, c'est le bordel, hein, quand on change de région et qu'on a évidemment adossé toute une histoire autour d'un fait régional, on retravaille, quoi. Mais ça s'est bien passé, en fait. Ça, c'était simple, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas d'angoisse là-dessus. Et après, on a travaillé comme on doit travailler, c'est-à-dire en faisant des versions, pas trop. J'aime pas trop faire des versions, c'est ma caractérisation. Je déteste faire des versions, donc je me débrouille pour faire le boulot bien avant, plutôt que à le faire après. Et ça s'est vraiment, vraiment bien déroulé. On a ensuite trouvé le casting, fait des lectures, on nous a montré les décors, la réalisatrice, tout ça. Non, c'était assez harmonieux. J'en revenais pas, en fait. Comme un premier gros projet polar télé, que ça se passe aussi bien. Alors évidemment, j'étais chaperonné par un plus grand, donc ça aide. Mais voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est passé assez normalement, avec évidemment la nécessité de comprendre les contraintes de la chaîne, mais sur un format comme ça, c'est assez clair. Il y en a 50 000, il suffit d'en regarder une dizaine et on comprend comment ça marche et où il faut aller, où il faut pas aller, quoi. On avait reçu Marie Hénard qui a fait aussi de l'animation jeunesse. Oui. Et on avait parlé un petit peu de tout ce qui était enjeu spécifique, les contraintes par rapport à justement ce genre-là. Toi, tu le définirais comment? Ça dépend je sais pas bien répondre à ta question parce qu'il y a l'animation jeunesse est découpée en tranches. T'écris pour les tout petits, pour les moins petits, pour les pré-ados, et en fonction de ça, tu peux aller un peu plus ou moins loin. Je crois que si la contrainte dont je me souviens, c'était qu'on peut délirer autant qu'on veut du moment qu'il y a une ligne de base extrêmement compréhensible, tout de suite très claire pour le plus petit. Après, on peut faire de l'humour, on peut faire du second degré, mais il faut que la ligne de base soit extrêmement claire. Et ça, c'est une contrainte qui est valable finalement toute la vie, quoi. Sur les réseaux de fiction aussi, il faut qu'on puisse avoir un fil rouge sur lesquels les gens s'accrochent, une sorte de ligne de vie narrative. Et à partir de là, on peut déconner autour. Mais il faut ça. Et évidemment, la jeunesse, moi, sur Corneille-Berny ou sur les autres séries que j'ai faites, il faut que ce soit drôle, il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut que le gamin soit partie prenante de ce qui se passe et de la sensation d'aller avec un plus grand que lui. Il y a un truc comme ça dans l'animation. On écrit toujours
un personnage par rapport à la cible, le personnage est toujours un peu plus grand, parce que je crois que tout le monde se projette sur un peu plus grand, sauf après. Tu as participé à plusieurs masterclass, tu as notamment fait celle de Pixar. Est-ce que pendant cette masterclass, qu'est-ce que tu as appris qui a enrichi ton travail, ou alors tu n'as rien appris du tout et tu avais déjà les éléments en main? Non, pas du tout. Là, non, la masterclass de Matthew Lune, je crois que c'est ça, de chez Pixar, elle était extrêmement puissante. Je crois que c'était sur 2 ou 3 jours. Les méthodes américaines sont tellement fascinantes. Je crois que j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris leur méthode d'accroche. En fait, ils sont obsédés par l'accroche. C'est-à-dire que dès l'affiche, il doit y avoir une accroche, le pitch, il doit y avoir le personnage, le lecteur, le spectateur doit être accroché tout de suite, très vite. Donc ça, c'est un truc que j'ai gardé, c'est-à-dire de pas se dandiner pendant des plombes. Tu dois attraper les gens tout de suite, quoi. Après, tu peux déployer. D'ailleurs, c'est un truc de dramaturgie auquel je crois vachement. C'est un truc qui a vachement évolué. Je crois qu'avant, on pouvait exposer beaucoup et ensuite on partait dans l'histoire. Maintenant, il faut partir dans l'histoire et t'exposes après. Il y a un truc qu'il a dit aussi qui m'a un peu marqué, c'est ça sert à rien. Ça m'a marqué parce que j'ai jamais complètement réussi à le mettre en œuvre. Ça sert à rien d'écrire trop longtemps. Il considère qu'il faut que le cerveau est capable d'écrire, de produire des écrits pertinents pendant une durée assez courte, 1 heure ou 2, et qu'après, il faut aller faire autre chose et y revenir plutôt que de s'acharner à rester bloqué devant son écran tout le temps. J'ai appris aussi que chez Pixar, et ça, je l'ai fait mienne avec Florent, on a fait cette méthode nôtre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'art de pitch. Il commence toujours par un tout petit truc, ils sont 3, 4, et puis ils commencent par se raconter l'histoire, et ensuite ils la racontent à une plus grande assemblée, et puis une fois qu'ils arrivent à la raconter correctement, ils commencent à mettre des post-it, des temps forts, des trucs, des bidules, et ils sont capables de soumettre à l'avis de toute la boîte, à un moment donné, le projet, pour ensuite décoder les retours et comprendre les tendances, et en fonction des tendances, réussir à façonner encore mieux leur film. Et le dernier truc que j'ai retenu de cette formation Pixar, c'est en fait l'histoire doit tout le temps avancer. Et donc le mec avait un espèce d'outil. Ça commençait par et on a fait l'exercice et ça marche vraiment. L'outil c'était on part de il était une fois. Et il était une fois, donc on décrit un personnage et on décrit quelle est la routine de vie dans laquelle ce personnage était une fois, machin, il était tous les jours, toute sa vie, c'était comme ci, comme ça. Jusqu'au jour où, et là, évidemment, c'est l'incident déclencheur, et de ça, on rebondit sur, et à cause de ça, il s'est passé ça, et à cause de ça, il s'est passé ça. Et en fait, chaque temps de ton histoire, elle est connectée au temps d'avant, et cette espèce de certitude que l'histoire est une fois qu'il y a l'accroche, qu'il y a le point d'entrée, on a le personnage et qu'on adhère au personnage, ça doit avancer tout le temps. Et ça, je crois que je l'ai vraiment gardé. Quand j'écris quelque chose, évidemment, je fais comme tout le monde, je commence par écrire un truc très mauvais, mais c'est pas grave parce que on va au bout. Et ensuite, je reviens dessus et je reviens dessus et je me débrouille pour traquer les temps mous, les moments où ça commence à ralentir. J'ai gardé ce souci d'être dans un mouvement permanent. Faut pas que ça aille trop vite parce que sinon on paume les gens, mais il faut pas que ça aille trop lentement non plus. Et ça, c'est un truc un peu de feeling aussi, quoi. Mais ce qui fait que j'ai tendance à écrire des choses ça glande pas trop, quoi. Pour rester dans tout ce qui est formation, tu es passé par la CEA, mais en 2022, tu es y retourné, mais tu occupes un poste différent puisque tu es directeur de l'atelier série. Comment ça se passe? Comment t'en es venu à justement avoir ce poste-là? Et surtout, qu'est-ce que tu gardes de ce que tu as appris lorsque tu étais en formation par rapport à ce que tu pourrais véhiculer maintenant? Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par faire le grand atelier série. Et donc, quand on m'a proposé de prendre la direction d'un des 2 groupes du grand atelier série, il y avait une boucle qui se bouclait dans ma tête et ça, j'ai trouvé ça assez excitant. Le grand atelier série, c'est David Crozier et c'était Fabrice de Costil. Fabrice de Costil avait cette année-là un empêchement et le directeur du CEA m'a appelé pendant l'été pour me proposer de prendre au pied levé la formation, c'est-à-dire l'accompagnement de 6 stagiaires pour développer leur projet de série.
Très honnêtement, au moment où il me passe ce coup de fil, j'avais vendu 3 séries qui étaient en convention. Et donc j'étais vraiment parfaitement bien occupé. C'est clair. Et j'ai quand même dit oui parce que il y avait quelque chose de l'ordre de, oui, d'une boucle qui se boucle. Il y avait quelque chose d'un peu, ça me faisait plaisir de redonner ce que j'avais reçu parce que c'est quand même là où tout a commencé. Et David Crozier, qui est l'autre directeur d'atelier, est un copain. On a travaillé ensemble à de nombreuses reprises. Donc c'était aussi le plaisir de le rejoindre et puis de voilà. Mais alors après j'ai eu les pétoches, vous pouvez pas vous imaginer, c'était compliqué quand même de finalement on écrit des séries et tout ça et puis quand il s'agit de se retrouver devant 6 stagiaires et d'être le sachant, c'est un tout petit peu angoissant mais c'est un bon stress, j'aime assez bien, je supporte assez bien le surmenage et le stress. C'est 2 moteurs qui m'obligent à sortir de la léthargie et à découvrir mes ressources. Et j'ai dû formaliser pendant l'été assez vite une méthode pour pouvoir accompagner les stagiaires sur leurs 6 projets. C'était un enfer, c'était très très dur parce que du coup pendant 3 mois j'ai eu mes 3 projets de série qui devaient avancer sur lesquels j'avais déjà des équipes et les 6 projets, j'avais 9 projets en tête en permanence. C'était extrêmement épuisant. Mais évidemment enrichissant, ça m'a obligé à être très méthodique. Qu'est-ce que j'en retire? J'ai pu expérimenter avec eux, la nécessité, mais c'est quelque chose dans lequel je croyais déjà, mais de désacraliser l'écriture. J'ai passé, un temps non négligeable à essayer de transmettre, à essayer de déverrouiller le cerveau en disant: «Bon déjà comme moi, je leur disais: «Écrivez le plus tard possible, ça sert à rien» parce que dès qu'on écrit, c'est un effort, c'est fatigant et puis c'est un objet, même si c'est des mots sur un écran, c'est quand même un objet qui existe, un texte et comme il existe et qu'on l'a pondu, on a tendance à s'y attacher et comme on s'y attache, on veut pas trop le mettre en question et ça, c'est la pire des choses. Une série, on sait ce qu'elle est quand elle est projetée, et elle est destinée à changer tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc il faut vraiment pas s'y attacher. Donc commençons par ne pas l'écrire, commençons par la raconter, même et j'ai vu que c'était quand même un exercice pas simple, mais on l'a mis en place, toujours avec bienveillance. J'ai appris, et ça m'a servi dans mes propres ateliers à faire, collaborer les gens ensemble et à les responsabiliser. C'est-à-dire que j'ai assez vite mis en place, des binômes, à l'intérieur, de l'atelier pour que les gens se relisent mutuellement, se prennent quand un passe, l'autre prend des notes pour être complètement libre de recevoir, les échanges. Ça a été réellement une expérience totalement enrichissante sur qu'est-ce que c'est que produire une série et j'ai essayé de le vulgariser, de le simplifier le plus possible pour que la série advienne pour chacun. Parce qu'après, de toute façon, écrire la série, de toute façon, il l'écrit, on va tout seul, personne n'écrit une série tout seul. L'idée, c'est d'arriver à la faire sortir et ça, c'est un super exercice. Et comment tu te projettes quand tu as des étudiants qui a un projet de série, mais sur lequel toi, tu as pas d'atome crochu, en fait? Comment tu arrives est-ce que finalement, c'est toi qui rentres dans son univers pour lui dire: «Voilà, on va défendre ton idée de fond en comble», ou est-ce que tu arrives à lui dire: «Ouais, mais attention, parce que l'industrie, elle est un peu comme ça, les chaînes, elles sont un peu comme ça, il y a des demandes spécifiques, donc il faut peut-être que tu sortes». Comment tu jongles entre ces deux choses? Bah, figure-toi que, évidemment, c'est arrivé, notamment la première année parce que j'avais pas fait la sélection, donc j'ai récupéré des projets que j'avais pas sur lesquels j'avais pas fait de la sélection, que j'avais pas forcément d'atome crochu a priori. Et ben, ça m'a régalé. En fait, je l'ai pris avec beaucoup d'intérêt parce que, justement, et d'ailleurs, dès la 2e année, quand j'ai fait la sélection, j'ai méthodiquement choisi des projets qui étaient pas forcément dans ma zone d'affinité parce que, 1, ça m'a obligé à comprendre comment marchait ce type de récit. Et ça, j'adore. Hein. J'adore décortiquer les trucs que je sais pas faire, voir comment ça fonctionne. À la fin, c'est toujours de la dramaturgie. Hein. À la fin, c'est toujours personnage, objectif, obstacle, machin. Mais en vrai, les codes d'une série coming of age ou les codes d'un thriller ou les codes d'un drama, c'est hyper intéressant de les comprendre parce que finalement, les œuvres intéressantes, elles sont toujours hybrides. Donc, plus on comprend, plus ça marche. Donc, je l'ai accueilli très positivement. J'ai eu une approche complètement marché avec eux. C'est-à-dire, je leur ai dit, voilà, il y a 2 options. Soit on fait la série dont vous rêvez, soit on fait la série que vous allez vendre. C'est vous qui choisissez.
J'ai laissé chacun choisir. Curieusement, tout le monde a choisi de faire la série qu'on allait vendre. Ça, c'est bizarre, dis donc. Ouais, je pense que c'est un hasard. C'est une formule, hein, bien sûr, parce qu'à la fin, la série qu'on vend, c'est aussi la série qu'on aime, mais c'est le point d'entrée, c'est celui-là. J'ai évidemment pas la science infuse, j'ai juste mon expérience du marché, des espèces de, comme je suis en plein dedans, j'en ai un peu les réflexes, puisqu'on se formate, hein, on sait bien qu'on s'adapte plutôt aux différents diffuseurs par rapport à leurs attentes. Et donc, je les ai accompagnés et sensibilisés à chaque fois à faire les choix qui permettaient de raconter ce qu'ils voulaient raconter, tout en le rendant recevable à une chaîne et avant tout ça à un producteur. Et c'est vraiment intéressant à faire parce que ça oblige à le conscientiser. En fait, quand une histoire est bien écrite, même si c'est dans un genre que j'aime pas, je l'aime. J'ai jamais eu aucun problème avec aucune des histoires que j'ai accompagnées parce que il y a toujours, parce que précisément ma méthode consiste à faire émerger un personnage auquel on tient, quelle que soit l'histoire. C'est le point d'entrée, c'est mon point d'entrée. C'est qui ton personnage, à quoi il ressemble, pourquoi on l'aime, pourquoi on le déteste, pourquoi les autres l'aiment et pourquoi les autres le détestent et comment à nous il va nous parler. Donc une fois qu'on a ça sur n'importe quel projet, moi déjà je suis content, j'arrive à suivre le truc. Et puis ensuite après on le sait, c'est juste du travail technique pour arriver à rendre la chose claire, présentable et le mot est compliqué, mais vendable. C'est vrai que c'est quand même l'objectif de tout ça, hein, parce que si on n'écrit pas des bouquins, donc si c'est pas vendu, si c'est pas fait, ça n'existe pas. Tu as coécrit avec de nombreux auteurs. Pour toi, quels sont les bons ingrédients à une bonne collaboration? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une certaine méthodologie que tu essayes de mettre en place avec la personne avec qui tu es, même si cette personne pourrait avoir une autre méthodologie? Comment tu organises en général quelle est la dynamique en fait de tes collaborations? Et là, Maxence, on va découvrir qu'en fait, nos méthodologies à tous les deux sont pourries, ça se trouve, tu vois. On va dire, cette fois-ci, on va se faire... Non, je crois pas. Déjà, j'essaie de choisir de travailler avec des gens qui j'ai un feeling positif. C'est-à-dire que, et ça, c'est chimique. Il y a des gens avec qui on est bien, il y a des gens avec qui on est moins bien, sans aucun jugement de valeur. Mais ça, si on est un peu à l'écoute de soi-même, et de ce qui se passe, on s'en rend compte très très vite. Donc, quand je rencontre des auteurs, soit pour les embaucher, soit pour les rejoindre, il y a un premier échange où, en général, je suis assez vite renseigné sur est-ce qu'on rêve de la même façon, est-ce que la sensibilité de l'un se combine avec celle de l'autre, est-ce que sa manière de me raconter ses idées me porte ou m'écrase. C'est très physique, hein. Moi, je le ressens très physiquement. Donc, il y a ce premier filtre-là. Ensuite, il y a la question d'organiser le travail, parce que le pire cauchemar, c'est de s'annuler mutuellement. C'est-à-dire qu'il faut toujours que quelqu'un puisse prendre le lead sur l'action finale. Sinon, si on essaie de faire trop plaisir à l'autre, il n'y a rien qui se produit. Et j'ai longtemps cru, et je le crois quand même encore un petit peu, qu'il faut un numéro 1, un numéro 2 quand on est deux, en tout cas un leader et un accompagnant dans les équipes d'écriture, dans les binômes d'écriture. Donc, je l'ai longtemps cru et ça marche. Mais la réalité, dernièrement, sur la saison 4 de Lupin, où on était 4 auteurs, Florent Meyer, Mathilde et Jean-Yves Arnaud, on était tous les 4 à écrire cette saison-là. Donc, on est en train de terminer d'écrire. Et ça s'est passé complètement différemment d'habitude. C'est-à-dire que là où on a été choisis pour différentes raisons, Florent et moi d'un côté, Jean-Yves et Mathilde de l'autre, on s'est retrouvés dans une room, tous les 4, avec Omar, et puis qui venait de temps en temps pour nous chaperonner, voilà. Et au début, on était un peu perdus. On se disait, mais alors, en fait, qui va commander? On était dans cette attente-là. Et puis, en fait, la réponse n'est jamais arrivée. C'est-à-dire que personne nous a dit, en fait, ce sera toi ou toi qui va commander. Et en fait, on s'est auto-organisé. Alors, c'est un cas d'école d'une collaboration parfaite, en fait, cette saison 4 de Lupin. Parce qu'on est tous les 4 des auteurs assez expérimentés, tous les 4 très exigeants.
Et on a réussi à mettre en place une vraie démocratie qui n'est pas du tout un truc de consensus. C'est-à-dire que toutes les décisions se sont prises en dégageant une majorité à 4, il faut être 3, sur les différentes idées. Chacun était libre de pouvoir défendre son point de vue. Ça discutait beaucoup. On s'est jamais engueulé. Ça a toujours été de très bon ton. Et on s'est mutuellement épaulé tout le temps. Et aucune décision n'a été difficile à prendre. C'est juste en bonne intelligence, on parvenait à convaincre les autres ou à se faire convaincre que la bonne direction, c'est celle-là, avec Omar qui faisait arbitre, bien sûr, et Nathan, le producteur également. Omar est assez occupé. Finalement, on s'est débrouillé nous-mêmes. Et on était assez étonnés, on en faisait le constat encore dernièrement, de voir à quel point ça avait marché sans chef. Donc mes convictions se sont ébranlées. Et donc je pense qu'il y a des cas particuliers où ça peut marcher sans chef. Comme vous étiez 4, je pense comprendre que Jean-Yves et Mathilde sont un couple aussi peut-être à... Oui, alors que Florent et moi, non. Non, mais vous avez déjà travaillé ensemble. Alors du coup, est-ce que c'est peut-être ça qui équilibre le rapport, en fait? C'est-à-dire que même à l'intérieur des 4, en fait, vous aviez déjà quasiment des binômes Oui. qu'on a vu travailler ensemble, et finalement, c'est peut-être ça qui crée une harmonie qui fait que de toute façon, soit solo, en duo ou en quatuor, vous étiez finalement très équilibrés les uns par rapport aux autres. On était équilibrés en nombre, en équipe, on était équilibrés en expérience. On avait avec Florent déjà travaillé avec Mathilde sur un projet de série où elle était venue nous rejoindre. Donc on la connaissait un petit peu. Jean-Yves est un mec formidable, adorable, avec qui c'est impossible de pas s'entendre. Donc et puis je crois qu'on avait tous le même goût de la relation bienveillante, harmonieuse. On s'est tous à un moment ou à un autre de notre carrière fait extrêmement maltraiter. Et on a tous un rejet de ça. On est pour les écosystèmes doux. Et ça, c'est le hasard de la rencontre qui fait qu'on est d'accord là-dessus. Il y a des gens qui sont moins d'accord. Mais et peut-être qu'effectivement, le fait qu'on soit 2 binômes... Et je vais vous dire un truc, on s'est même assez vite mis d'accord sur un système qui permettait de ne spolier personne. Parce que sur les plateformes, et notamment sur Netflix, celui qui écrit le pilote, et comme on est rémunéré au clic, celui qui écrit le pilote a statistiquement beaucoup plus de chances d'avoir plus de fric à la diffusion que l'autre. Et pour pas que ça arrive, Florent et moi qui écrivions le pilote, on leur a proposé tout de suite de devenir tous co-auteurs des épisodes de tout le monde à part égale, si bien que sur les 8 épisodes de la saison, personne ne touchera plus l'un que l'autre, quel que soit le nombre de clics de l'épisode qu'il a pris en charge, parce qu'évidemment, on a pris chacun 4 épisodes en charge, en principal, tout en continuant de se relire et de se challenger mutuellement sur les épisodes des autres. Et ça, c'est un exemple de la bienveillance dont je vous parle, de cleaner l'écosystème pour qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée, parce qu'on sait bien tous à quel point les arrière-pensées viennent nous polluer le travail. Donc, on n'en voulait pas. Non, tu as complètement raison, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de nos invités, puis avec Maxence, c'est aussi comme ça qu'on s'épanouit bien, mais je pense qu'il faut vraiment des fois prendre le temps de trouver le bon producteur avec lequel il y a un vrai échange, où quand tu reçois un appel, t'as pas la boule en ventre. Moi, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais tout jeune scénariste, où il y a 2-3 producteurs, quand ils m'appelaient, je me disais déjà, mais à quelle sauce je vais te bouffer? Et effectivement, avec l'expérience, tu découvres que des fois, il faut mieux faire l'impasse sur des grandes promesses avec un caractériel ou une caractérielle, et attendre effectivement le bon prod qui va te mettre dans des conditions de travail, en tout cas optimales, on va dire. Ah, mais c'est indispensable, il y a plus d'un titre, parce que le producteur, quand on le rencontre, on se parle, c'est la première personne avec qui on parle du projet, on s'en dit les premiers mots, on en définit la première direction, et on se met d'accord. Normalement, si ça se passe bien, on se met d'accord. Et ça devient ton premier lecteur, finalement. Et d'ailleurs, c'est même des malentendus que j'essaie de cleaner avec les producteurs que je rencontre. C'est que des fois, tu rencontres un producteur, tu t'entends bien, tu te mets d'accord sur un projet, puis d'un seul coup, on te colle un directeur littéraire que tu n'as pas vu, que tu connais pas, que tu n'as pas choisi, et qui doit te faire des retours. Moi, je déteste ça et je refuse. Parce que j'écris pour quelqu'un. Réellement, je sais qu'il y a quelqu'un que je connais, dont j'imagine la réception à chaque mot, chaque ligne, et que j'essaie parfois de faire marrer, que j'essaie de faire frissonner ou pas. Enfin, en tout cas, dont je sais
c'est un vrai partenaire fantôme, le premier lecteur, et notamment le producteur. Et donc, il faut y mettre un grand soin dans le choix. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je refuse parfois des projets parce que il n'y a pas de gentil et de méchant, mais il y avait des gens avec qui je sais que ça va être plus laborieux ou plus compliqué. Et de toute façon, c'est long, c'est compliqué, c'est laborieux d'écrire une série. Donc, autant faire le voyage avec une personne avec qui on est en affinité. Pour revenir sur Lupin, justement, donc tu es le co-créateur, comment l'idée, elle est née de reprendre ce mythe d'Arsène Lupin? Et en parallèle, donc la deuxième partie de la question, c'est une fois qu'il y a Netflix qui est revenu, enfin qui est venu, qui s'est joint au projet, est-ce qu'il y a eu un nouveau challenge de rendre ce mythe français international? Alors, comment ça a démarré? Ça a démarré, c'est une envie de Gaumont qui a appelé Florent Meyer pour lui dire on aimerait bien adapter de façon moderne Arsène Lupin. Est-ce que ça t'intéresse? Il a dit oui, et puis il m'a appelé tout de suite après. Il m'a dit la même chose. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, mais il faut que ce soit rigolo. On était d'accord. Le Lupin qu'on a vendu n'est à peu de choses près pas du tout le Lupin qui existe. C'est-à-dire que ce qui reste et qui justifie qu'on soit co-créateur et donc voilà, de ce qu'on a produit, c'est la backstory du personnage d'Hassane Diop, qui est celle d'un immigré sénégalais dont le père, employé d'un riche homme d'affaires, se fait manipuler pour une histoire d'escroquerie à l'assurance autour d'une perle, nanana, et se retrouve en prison et meurt, et ça fonde le personnage à mettre en place sa vengeance. Bon, c'est quand même pas rien. Mais après, nous, on était parti d'un thriller d'espionnage où on avait, en fait, on était parti d'un Arsène Lupin qui, au-delà de cette backstory, avait fait toute sa carrière et suite à un traumatisme, s'était livré à la police et était en prison et reprenait les affaires suite à une sollicitation qui lui faisait qui lui faisait penser que son fils, qui pensait mort, était pas mort. En gros, c'était ça. Et donc, c'était très haletant avec des enjeux énormes tu vois, de menaces nationales. Enfin, c'était un gros machin. Comme je vous l'ai dit, on a développé ça pendant 1 an et demi. Et puis, ça a été compliqué et ça, personne n'est vraiment fautif. En tout cas, je ne jette la faute sur personne. Mais ça a été compliqué. Quand même. Ouais, bon, mais après... Des noms, j'ai une liste comme ça. Non, c'est qu'on a développé pendant 1 an et demi. On a fait 3 versions. On a fait 3 pilotes et 3 arches de 10 épisodes. C'était en 10. Et on n'a pas réussi à tomber d'accord. Il y a eu un bug on n'a pas réussi à craquer le truc, pour être très honnête. Et puis on a été remerciés. Et puis c'est Georges Quay qui a été embauché ensuite pour reprendre le flambeau et qui a fait les 3 premières saisons. Une fois qu'il y a eu Netflix dans la boucle, c'était 2018, hein, donc ils n'avaient pas encore de bureau à Paris. Daniel Couvreur venait d'en prendre les rênes, il était localisé à Amsterdam, je crois. Et c'est intéressant parce que à cette époque-là, le point d'entrée, c'était on veut que la série puisse être diffusée à telle date, avant même de rentrer dans le détail de l'éditorial, ce qui racontait leur volonté de s'inscrire dans un process très très organisé, très puissant. C'est ce qu'ils sont, hein. Mais c'est très bien ça. Ils produisent de la série de manière massive. Et ce point n'a pas bougé en fait pendant tout le truc, dans tout le développement. Et ensuite, est-ce que il y avait une vocation internationale? Pas tant. Ils étaient comme tout le monde, ils avaient envie de récits universels, mais ancrés localement. Nous, je pense que, et c'est probablement notre erreur, on avait dû rêver trop. On s'était pris pour des Américains pendant 5 minutes, et je pense qu'on avait rêvé un truc très ample à la 24 heures chrono. Et en fait, ils voulaient quelque chose de plus local parce que c'était leur cahier des charges. Ils voulaient fabriquer de la fiction pour la France, pour les Français, voilà. Mais voilà, non, ça s'est passé sans particulièrement de contraintes, juste avec la difficulté à trouver le là de cette histoire, quoi. D'ailleurs, le là réel, c'est-à-dire celui d'un personnage qui n'est pas Arsène Lupin, mais qui est un fan d'Arsène Lupin,
c'est Omar qui l'a eu cette idée. Et du coup, donc on en était sur tu es à la base du projet, vous vous faites virer, 3 saisons sont gérées par quelqu'un d'autre, mais comment se fait ce comeback? Par Omar. Un jour, il y a 2 ans, Omar nous appelle, Florent et moi. On l'avait rencontré évidemment quand on avait fait la création. Il y avait quelque chose qui s'était passé, on s'était compris, on s'était vraiment bien entendu. Il nous avait entre-temps rappelé pour un autre projet à lui qui voulait qu'on développe. Et puis, donc là, il nous appelle, il nous demande de venir le voir. Il nous dit, j'ai une surprise, on ne sait pas quoi. Et puis on arrive, on vient le voir et il nous dit, voilà, la surprise, c'est vous qui écrivez la saison 4. Il avait envie de mettre les mains dans le cambouis, de s'impliquer davantage et de prendre en charge la direction en fait de la suite de la série. Et il nous a confié ça en tant que entre guillemets homme de confiance, quoi. Il savait pertinemment le cadeau immense qu'il nous faisait de nous faire revenir de cette réparation et qu'on lui serait dévoué, fidèle, sans difficulté, puisqu'on le trouve génial. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et c'est aussi simple que ça. Hein. Je vous dis, il nous a appelé, voilà, cadeau, c'est vous qui écrivez la saison 4. Point. Et quand tu reviens, est-ce que vous mettez en place cette saison 4 et des futures saisons, ou vous êtes vraiment venu en vous disant, voilà, ça sera un arc d'une saison qui est un milieu, un début, une fin? Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah oui, peut-être, effectivement. Alors attends, j'appelle le plateau Netflix. Il se pourrait qu'on pense directement 2 saisons. Non, mais ça, c'est pas inintéressant de penser de penser loin, parce qu'en fait, du coup, tu plantes des trucs plus profonds et tu tires des fils qui vont aller plus loin, quoi. Donc oui. Dernièrement, en fait, la série sur laquelle tu es rattaché, c'est La Famille Rose, qui a eu son succès, notamment à Sérimania. Alors, déjà, comment tu as reçu ces premières critiques et ensuite, la question que je vais te poser, c'est un petit peu... donc, c'est une série qui mélange plusieurs types de genres. Donc, on parle de thriller, d'horreur et de chronique familiale, de façon générale. L'horreur, c'est un genre qui est très, très, très peu répandu en France. Comment on arrive à justement imposer ce genre de genre? Ça revient un petit peu à la question que je t'avais posée tout à l'heure par rapport aux cases, mais cette fois-ci plus par rapport à cet exemple-là, d'aller en fait dans l'horreur sur une série où justement c'est pour un panel d'un public peut-être un peu plus grand. Déjà, on l'impose pas, en fait, parce qu'on peut pas. On fait venir les gens à nous. Sur La Famille Rose, alors ta première question, c'est comment je l'ai reçue, la sélection à Lille. Ça a été une grande joie parce que cette série, c'est ma série récré. C'est-à-dire que je l'ai écrite entre Lupin d'un côté, j'ai une autre grosse série TF1 qui s'écrivait en même temps. J'avais pas un espace de fou, mais j'y suis allé parce que j'avais une liberté totale. Donc j'ai écrit la série qu'on n'a pas le droit d'écrire en télé. Alors je fais un petit pas de côté, une petite parenthèse pour dire à quel point je suis infiniment convaincu que des espaces de liberté, de création, comme le sont OCS, sont strictement indispensables pour aller chercher des nouvelles formes. C'est des endroits où il n'y a pas de blé, ça c'est clair, mais en échange, il y a une liberté complète. Et c'est là où les choses peuvent advenir. Je ne crois pas que rien d'intéressant puisse advenir sans cette prise de risque d'autoriser des clampins comme moi à aller au bout d'un délire de qu'est-ce que ça ferait si on avait une famille normale, un papa, une maman, 2 enfants, et que leur particularité, c'est qu'ils mangent des gens. Et que ce soit pas une comédie, mais que ce soit au contraire de la chronique familiale, mais aussi du thriller et évidemment de l'horreur du genre, parce que moi, je suis un gros consommateur d'horrifique. J'adore ça. J'aime bien j'y trouve une manière extrêmement maligne de raconter des histoires humaines normales, en faisant ce décalage.
on peut la raconter de manière non pathétique, en créant des émotions fortes et en plombant pas trop les gens. Je travaillais depuis un moment sur, parce que je pense que vous faites ça aussi, on écrit. Moi, je suis un bon élève, je suis un scénariste mainstream, je sais parfaitement, je connais parfaitement bien les codes de ce qui se fait, de comment on doit le faire, le thriller, le drama, le polar, tout ça, je sais le faire et j'aime bien le faire, bien. Mais j'ai aussi mon espace recherche et développement où je m'amuse à essayer de voir comment on peut raconter des histoires un peu différemment, et l'horrifique en fait partie. J'aime l'effet que ça fait, j'aime l'effet collectif de la réception d'un truc d'horreur, parce qu'on peut avoir peur ensemble, et ça, je trouve ça super. Et donc, je travaillais depuis un moment à une figure de monstre. Je voulais raconter un monstre, une histoire de monstre du point de vue du monstre et en générant de l'empathie pour lui. Je cherchais, je tournais autour des histoires de sorcières. J'avais écrit un projet de série cannibale plus trash sur une île des Caraïbes que j'avais pas réussi à vendre. Et quand j'ai rencontré le producteur Mathieu Van de Velde et qu'on a cherché des projets ensemble et qu'on est tombé d'accord sur l'idée d'une famille de cannibales, ça a été vraiment une cour de récré. C'est-à-dire que on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait que il n'y avait pas de contrainte éditoriale, je pouvais aller où je voulais, et que ça s'organiserait. Il allait falloir que ça s'insère, puisque le podcast parle de métier, au milieu des autres gros projets que j'avais. Et donc, on a travaillé aussi sur les process, c'est-à-dire de se dire, on va faire, pour être très concret, 2 versions d'Arche et ensuite directement 3 versions dialoguées. Pas de sino, pas de séquencier, et ça sera pas plus. Et on s'y est tenu. Il y a eu 2 versions d'Arche et 3 versions dialoguées pour les 6 épisodes. Ce qui m'a obligé, évidemment, moi, en off, à travailler ma structure. Mais c'est une chose de travailler la structure pour soi, c'en est une autre de la rendre lisible pour des gens et tout. Et ces étapes-là, je voulais me les épargner. Et le diffuseur t'a pas embêté là-dessus, sur le fait de pas avoir le traitement et tout ça? Non, mais c'est ça le truc génial de CS. Génial. C'est qu'ils nous font confiance. Ils ont eu une lecture de chaque épisode. Ils nous ont fait leur retour, qui étaient des retours très bienveillants, très légers, pas de volonté du tout d'infléchir, parce qu'ils n'ont pas de problème eux, ils veulent juste que ce soit pas comme ailleurs, quoi. Et plutôt bien, si possible, quoi. Donc non, aucun problème de diffuseur, aucun problème de producteur. Je me suis adjoint les services d'une scénariste qui s'appelle Camille Appart pour écrire Les Arches. Et puis Julien Gallet nous rejoint sur les 2 derniers épisodes parce qu'on avait besoin de renfort, parce que il y a toujours ce fameux goulot d'étranglement à un moment donné quand les 3 séries sont au même niveau de développement, et c'est horrible. Et là où j'en viens à mes trucs de scénariste mainstream, c'est que je crois que, et pour répondre à ta question, comment on fait pour emmener les gens à l'horreur, c'est que je me suis tout de suite dit, on va faire une série d'horreur en ne reniant pas sur l'horreur, mais en la rendant la plus accessible possible à des gens qui normalement n'aiment pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit une histoire de famille avant d'écrire une histoire d'horreur, en fait. Et c'est ça le point d'entrée de la série. C'est juste l'histoire de famille, avec leur dynamique de famille, avec leurs problèmes de l'ado qui a besoin de prendre du champ, du petit qui se pose des questions, du couple qui vit en vase clos dans un endroit un peu trop petit avec un manque de fric. Et là, je pense que l'expérience de scénariste au début a dû jouer pour m'inspirer. Et voilà. Et donc, je pense que les gens sont rentrés avec la famille et se sont accoutumés au fil des épisodes aux bains d'horrifique dans lesquels on les trempe petit à petit, un peu plus à chaque fois jusqu'à la fin, c'est de pire en pire. Et tous les gens qui l'ont vu, de tous âges, et m'ont dit, le retour qui est revenu le plus, c'est: je ne pensais pas que j'aimais l'horreur. Et en fait, c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas l'horreur, c'est juste une forme un peu rigolote. En plus, on l'a traité de manière, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de chair, mais on l'a traité de manière non traumatisante. C'est-à-dire, on s'est débrouillé pour que, vous voyez, comme Tarantino, il fait ça très très bien. Il y a toujours des litres de sang, et en fait, ça fait pas peur. C'est déréalisé. On déréalise un tout petit peu par l'excès,
et comme Coralie Farja. Hein. Et donc je crois que ça marche. Je crois que ça marche pour ça. J'ai donc mis au service de mon projet d'horreur mes outils de scénariste mainstream, les outils du thriller, les outils du drama, voilà. Je les ai méthodiquement mis en place pour que chaque épisode, ça soit une course en avant et qu'on n'ait jamais envie de s'arrêter. Et avec des rendez-vous horrifiques, explicites, nécessaires, mais dont on comprend, et c'était ça mon but, la raison d'être. Parce qu'on adhère à cette famille, enfin, je crois. Justement, tu parlais du style horrifique, Maxence et moi, on en consomme aussi. Beaucoup de nos invités nous ont aussi toujours confié que c'était un de leurs styles de prédilection et que c'était toujours très compliqué en France de porter ce style-là qui est plus, on va dire, induit aux Américains ou même aux Anglais. Toi, est-ce que l'accueil de Sérimania t'ouvre les portes sur d'autres projets horrifiques que tu aurais en stock? Ou est-ce que tu as un peu peur que ça soit un one-shot comme on a pu en avoir aussi précédemment en télé et en ciné en France? Je pourrais te répondre à ça quand elle sera diffusée, parce qu'elle n'a pas encore été diffusée. Je crois que c'est octobre ou novembre, mais on saura si ça produit quelque chose ou pas. En tout cas, l'accueil de Sérimania, il était immense. Hein. Les salles étaient pleines, les gens sont pas sortis. Tu vois, il y avait un espèce d'élan. C'est une série qui marche très très bien en salle. Les quelques presses qu'on a eues étaient vraiment très très positives. Moi, je crois que si cette série fait son travail et qu'elle est un peu vue, ça peut parfaitement ouvrir des portes parce qu'on va se rendre compte qu'on peut faire de l'horreur sans traumatiser les gens et sans les faire se fuir. Parce que c'est vraiment c'est la sensation que j'ai que ça fait, cette série. Donc, j'y crois. Je me fais pas d'illusions outre mesure. J'en fais pas un point cardinal. Je pense que ça ouvre une petite porte vers ça. Je sais que les diffuseurs, les plateformes notamment, sont frileuses parce que les quelques tentatives qu'elles ont faites dans ce genre-là n'ont pas été couronnées de succès. Mais c'est vraiment un truc qui me pose aucun problème. Je pense que c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça marchera pas. Et je crois vraiment que si on s'y emploie méthodiquement, on peut arriver à déployer des séries qui attrapent les gens et qui leur font du plaisir sans les mettre dehors. Après, c'est une histoire ça m'échappe un tout petit peu, mais après, c'est des histoires de comment la vendre, comment la marketer, comment la mettre en avant. Mais je crois que paradoxalement, enfin je crois pas, j'ai constaté que paradoxalement, quand on dit aux gens c'est l'histoire d'une famille de cannibales, ça attire en fait, parce que les deux mots marchent pas complètement bien ensemble. Donc tu nous parlais d'OCS et la facilité que c'était de travailler pour eux, notamment sur le point de vue écriture et les documents que tu avais à fournir. De façon générale, ta méthodologie, qu'est-ce que tu préfères faire? Quel document quand tu approches un producteur, tu vas fournir? Donc, on va parler de la Bible de façon générale. Qui fait les Bibles avec Maxence? Voilà. On adore savoir comment chacun traite. Exactement. Mais comment toi, tu les gères? J'aime bien d'abord raconter l'histoire au producteur. Comme je vous disais, avec Florent Meyer, on a une série qu'on appelle notre série Zéro déchet. C'est une autre série qui était aussi en sélection à Lille l'année d'avant, c'est Homejacking. Et cette série, je vous raconte le process de vente de cette série, de fabrication ensuite, parce qu'il est assez édifiant. C'était un peu une sorte de pari, de défi qu'on s'était lancé. Il y a un échange avec le producteur, Lincoln TV. On se parle d'un fait divers, d'un homejacking, bon voilà, avec un procès, machin, tout ça. Et puis le producteur se dit ça serait intéressant de faire un truc là-dessus, ok. Et avec Florent, on fait ce qu'on fait de mieux, c'est on s'appelle et puis on marche dans la forêt et on parle, on se raconte le truc et puis on met assez vite au point à l'oral entre nous un principe de série autour d'un homejacking. Avec on met en place, on avait comment on voulait mettre sur pied un homejacking avec une relecture de la situation via différents points de vue pour qu'on se rende compte que la lecture première qu'on en a est fausse ou partiellement vraie. Et on savait où est-ce qu'on arrivait à la fin. On avait un espèce de twist final qui était assez cinglé, qui nous excitait comme des malades. Et donc, on met ça sur pied. Et puis, on appelle le directeur du développement de la boîte et on lui pitch. On fait un zoom et on lui pitch. Et il dit c'est super, c'est cool, vraiment ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous faire un écrit? Et là,
on lui dit: «Bah non, on vient de te le raconter, tu vois très, très bien ce que c'est très clair». Je t'imagine en train de jeter le micro, tu sais, drop the mic, les lunettes qui descendent, bam! Mais non, mais en fait, de bonne foi, c'était pas de la provoque, c'était de bonne foi. En fait, bon, ça marche parce on est des scénaristes expérimentés, donc il y a aucun doute sur le fait qu'on sait écrire des séries. D'accord? On a un CV, ça marche. On vient de te raconter une histoire, il y a un déclencheur, un début, il y a des personnages, il y a des rebondissements, on a même la fin. On voit où ça va. Donc tout ça est très clair. Donc si ça t'intéresse vraiment, eh ben, tu nous fais un contrat et on va te l'écrire, la Bible. Ah oui, mais il y a au-dessus de moi la productrice, machin, qui a besoin aussi de donner son avis. Et ben, on lui dit, refaisons un Zoom la semaine prochaine avec la productrice et on va lui raconter. Qu'est-ce que ça produit? C'est que déjà, on la raconte une première fois. Quand tu racontes une histoire, déjà, tu l'améliores. Il y a celui qui l'écoute, qui te pose des questions, ça te permet encore de l'améliorer. La semaine d'après, on repitch en Zoom la série à la productrice. Mais on le pitch un peu mieux. Et elle nous dit, bah, c'est super, vraiment génial. Est-ce que vous pouvez nous écrire quelque chose? On dit, alors non, toujours pas. Si c'est si clair, on voudrait d'abord mettre sur pied un contrat parce qu'on a beaucoup de travail, parce que si on doit développer ce truc-là, on veut y consacrer du temps pour de bonnes raisons. Faisons un contrat et après, on écrit. Ah oui, mais il y a mon associé qui doit aussi donner son avis. Pas de problème. La semaine d'après, on refait un Zoom avec l'associé qui était encore mieux. Il l'écoute, il dit: «C'est super» et là, il dit: «Mais on m'a dit que vous vouliez pas écrire tant que vous aviez pas de contrat». «Oui, c'est vrai, bah, pas de problème, on vous fait un contrat». Donc pendant 3 semaines, on a amélioré notre série. Quand il s'est agi de l'écrire, bah, on l'a écrit avec une grande efficacité parce qu'on la connaissait un peu mieux. On a fait un aller-retour avec le producteur, on était très vite d'accord et puis après on a fait le tour des diffuseurs et puis OCS est monté dans le bateau et là pareil, pas beaucoup d'argent, compliqué. Pareil, on dit: «Bah, voilà, on va faire Arche et dialoguer et entre-temps, pour pas que vous soyez perdus, dès qu'on a fini de faire l'atelier Arche, vous venez dans l'atelier, on vous pitch les Arches». Pareil, il pose des questions et comme il pose des questions, on précise. Et quand on écrit les Arches, bah, il y a une version d'Arche parce qu'en fait, tout le monde est d'accord parce qu'on se fait raconter. Donc, encore une fois, 0 déchet. Et sur les dialogués, bah, on fait 3-4 versions comme il se doit. Mais donc voilà. Et cette série, on est très content de l'avoir menée à son terme dans ces conditions-là parce qu'on voulait se prouver à nous-mêmes qu'il était parfaitement possible de faire une série 0 déchet. Voilà. Et justement, sur ta méthodologie d'écriture, quand tu attaques une scène, t'écris déjà combien de temps d'affilée? Tu vas avoir encore une question avec cette question. T'écris combien de temps d'affilée et par quoi t'aimes bien attaquer une scène, en fait? Comme de quel point de vue? Est-ce que tu as un petit gimmick un peu récurrent, des conseils, sur tes intros de séquences? Ma stratégie, c'est, elle revient souvent à la même chose, c'est de tromper le cerveau pour pas être confronté au découragement. Donc, la première approche, c'est de sortir un fil à fil très, très léger. C'est-à-dire que quand je dois sortir un séquencier, quand on doit sortir, parce qu'on fonctionne pareil avec Florent, on déroule très, très vite avec un ensemble de tirets le premier temps et jusqu'au dernier temps, on fait au feeling. Il faut que ça aille vite. Pour nous, il faut que ça aille vite pour pas que le cerveau ait le temps d'angoisser. Donc, on déroule un fil à fil avec tout plein de tirets. Et puis, on y met des titres de séquences. Et on est très structuré. Donc, on fait teaser. On écrit souvent en 3 ou 4 actes, souvent en 4, mais on s'adapte 3 ou 4. Donc teaser, point d'entrée, point de sortie de l'acte, donc les cliffs. Et donc on met ça en place, les cliffs, les points d'entrée et puis les tirets au milieu. Et une fois qu'on voit le mouvement, parce qu'on a besoin de sentir le mouvement, que c'est à peu près équilibré, il y a des trous, hein, c'est normal, mais quand on voit que c'est à peu près équilibré, que ça nous a pas pris trop de temps, boum, on déroule une première version de séquencier, mais pareil, en essayant de l'écrire très vite, très mal. C'est la version 0, avec 0 jugement. On a besoin, et ça, vous l'avez expérimenté comme moi, j'en suis sûr, une fois qu'on arrive au bout d'une première version, aussi nulle soit-elle, il y a une espèce d'effet de soulagement, de sortie, quoi. Et quand c'est sorti,
va boire un verre d'eau et on y retourne. Et là, après, le travail se fait par couches. Et c'est un truc que j'explique souvent aux producteurs, les nouveaux avec qui je travaille, parce que ça peut être déstabilisant. Donc, j'ai vraiment une approche de travail par strate. C'est-à-dire que je dessine la carte, ça toujours. J'ai besoin de savoir le mouvement et où est-ce que ça va. Mais c'est un peu désincarné au début. Et je pose les temps plot, les temps psychologiques. Et par strate, j'améliore, je redonne de la chair, je précise, je trouve des astuces, je trouve des effets. Et donc, pour un producteur qui n'a pas l'habitude, au début, il dit, bah non, c'est tout gris, c'est pas bien. Mais en fait, du coup, on fait de la pédagogie. J'explique, je dis, non, regarde, puis t'as les mauvaises lunettes. Il faut mettre les lunettes structure. Tu regardes la carte, tu vois, regarde le mouvement. L'épisode, il fait ça. Et du coup, ah oui, d'accord. Et donc, quand le mec voit ça, il est rassuré. Et du coup, on explique au producteur qu'on ne connaît pas comment il doit recevoir, comment il doit apprécier le travail, parce que les étapes d'après, évidemment, vont arriver. On ne va pas laisser un truc tout désincarné. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Mais le cœur du truc, c'est de ne jamais s'ensabler, de ne jamais s'enterrer, de ne jamais se retrouver coincé, parce que on sait bien que l'angoisse, le mental, tout ça peut nous plomber. Et après, oui, une fois qu'on est à un bon niveau de strat, on peut se poser tranquillement, regarder une séquence et la travailler avec le sentiment de elle vient d'où, c'est quoi la séquence d'avant, c'est quoi la séquence d'après, c'est quoi le lien, comment le mouvement se fait, c'est quoi l'attente qu'on a au début de séquence, c'est quoi le point de vue de la séquence, quel est l'angle par lequel je raconte le truc. Et ça, c'est la partie croustillante qui arrive après, que je trouve super cool. Mais avant ça, pour pouvoir le faire sereinement, il faut avoir dessiné l'architecture de l'épisode. Et ça, enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Aujourd'hui, est-ce que tu as un projet bébé, un projet auquel tu tiens un peu plus que les autres, qui est dans tes tiroirs, dans tes placards, ou qui pourrait être en développement? Et si oui, comment tu essayes de le mettre un peu plus en avant par rapport aux autres qui pourraient être des commandes? J'ai un projet, j'ai une envie d'écrire un long métrage de cinéma parce que j'écris pour la télé et j'aime bien diversifier un peu. Donc ça, j'ai un projet dans mes tiroirs et je fais des échanges avec un producteur de cinéma pour essayer de le designer un petit peu. Ça avance doucement. Sur un autre registre, un truc plus dramédie. Enfin voilà, j'essaie de raconter une histoire un peu plaisante pour le cinéma. Mais donc ça, c'est le truc un peu en gestation. Et puis le projet un peu bébé entre guillemets, j'ai une série. J'expérimente pour la première fois la casquette de coproducteur sur une série qui se fait sur TF1. Le truc va partir en prépa en janvier pour un tournage en mars. La série est écrite, la chaîne est identifiée. C'est l'adaptation du roman d'une grosse IP française. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est pas à moi de dévoiler le truc, mais c'est un roman que je voulais adapter depuis longtemps. J'avais rencontré un premier producteur, mais j'avais probablement pas assez d'expérience et donc je m'étais fait envoyer bouler. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'auteur de ce roman et je lui ai écrit une lettre avant de le rencontrer de 2 pages en lui disant voilà comment j'aimerais bien adapter ton bouquin en série. Il a accepté de me recevoir, on s'est parlé, on s'est très très bien entendu, on s'est mis d'accord. Et ce projet, on l'a porté à TF1 ensemble, en se mettant d'accord tout de suite, lui et moi, pour être coproducteur du projet. Et ensuite, on a choisi notre producteur exécutif. C'est une aventure extrêmement stimulante. Déjà parce que le projet, je le trouve très très cool. C'est un mélange, c'est un projet hybride, c'est un mélange de comédie romantique, thriller avec une pointe de fantastique. Et donc l'objet est déjà très très cool. Les relations avec TF1 sont extrêmement harmonieuses. Tout le monde est très très content de faire ce projet. Et moi, j'apprends à faire ce boulot de coproducteur qui est une casquette, un bout de casquette en plus, qui est, je trouve, vraiment un complément nécessaire au boulot de scénariste. Ça fait scénariste et puis créateur de série. Et puis, du coup, coproducteur, ça te permet, moi, je le souhaitais depuis un moment, de vraiment complètement mettre les mains dedans et
et emmener le projet avec beaucoup plus de légitimité aux yeux de tout le monde pour le défendre, pour le designer, Oui, parce que c'est une sacrée étape en plus parce que tu dois du coup créer ta société. C'est toi qui vas choisir enfin en tout cas qui va faire les propositions, j'imagine, de réalisateur. Oui, c'est ça. Bah ouais, j'ai créé ma société, mais ça c'est pas très compliqué. Hein, Non, je veux dire par là que effectivement, t'as beaucoup de choses dont tu te retrouves à gérer. La chaîne n'a pas eu peur quand tu leur as dit coucou, j'étais votre scénariste, j'étais votre showrunner, mais maintenant je vais être le producteur de la nouveau. Je crois pas, ou alors s'ils ont eu peur, ils l'ont bien caché. Non, ça c'est. On était en confiance avec TF1, hein, on se connaît, tout le monde sait que tout le monde est sérieux, donc il y a pas d'appréhension. Je pense qu'ils sont peut-être dit bon, on va voir comment ça se met. Mais après, je suis adossé à un vrai producteur, tu vois, délégué que je connais bien. Donc tout ça se fait en bonne entente. Moi, je suis là comme j'apporte évidemment tout ce que j'ai à apporter, mais j'apprends évidemment énormément de trucs, hein, parce que le boulot de producteur, je le connais pas complètement. Je le connaissais que de l'extérieur. J'adore apprendre des nouveaux trucs. Ça, c'est vraiment un machin. Et donc d'aller aux réunions sur le budget, sur le financement, comment on monte un devis, même si c'est pas moi qui le monte. Effectivement, faire un casting de réalisateur et donc de le choisir tous ensemble et de le rencontrer, de lui donner, tu vois, comme on se disait, un casting d'auteur, casting de réalisateur, c'est important pour nous. On sait à quel point finalement ça démarre par un binôme auteur-producteur et puis ça devient un trio auteur-producteur-réalisateur à partir du moment où on rentre en prépa. Et ce trio, il doit fonctionner de manière la plus harmonieuse possible. Et donc le réal doit s'insérer dans le binôme de départ avec les meilleurs paramètres pour que ça marche. On va se diriger tout doucement vers la fin du podcast, donc on se laisse une question chacun, Maxence. Ça marche. Tu parlais d'IP, Tigrane, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend énormément. C'est vrai qu'avec Maxence, on développe plutôt des choses, voilà, qu'on a en tête. On commence à intégrer ce truc-là, mais est-ce que tu penses que l'IP aujourd'hui, c'est alors, je vais peut-être vulgariser pour les gens qui nous écoutent. Grosso modo, c'est comme tu fais, comme t'as fait avec Lupin ou les gens qui adaptent un roman, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà, qui a déjà une notoriété, qui est déjà connu plus ou moins du grand public, et on va s'accrocher sur cette IP pour pouvoir finalement peut-être s'accélérer la production, l'écriture, et le spectateur a l'impression d'avoir déjà finalement quelques codes par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va encore s'accentuer, de travailler sur une IP? Toi, comment tu le vois par rapport à ça? Je constate en interne que les acteurs ont besoin de garanties et que c'est un paramètre qui les rassure. Donc, évidemment, dans tous les rendez-vous qu'on fait, on voit bien que c'est un point d'entrée privilégié. Ça ne me pose strictement aucun problème parce que c'est adapter un bouquin, c'est néanmoins trahir aussi le bouquin, faire du boulot de scénariste. C'est juste, on a un matériau de départ un peu plus dense et c'est une contrainte parmi tant d'autres. Moi, je trouve ça pas plus mal. C'était pas vraiment que c'était plus mal, c'était que comme les chaînes sont très en demande de ça, est-ce que toi, tu sens que finalement sur peut-être des projets sans IP, t'avances moins vite qu'avec un projet IP? Bah ouais. Enfin, après, c'est toujours pareil. C'est des histoires de statistiques. C'est-à-dire que un projet sans IP, ça, c'est moins évident qu'un projet avec IP. Porté par un scénariste plus ou moins expérimenté, bah, voilà, ça change ça. Je pense que quand on démarre, il vaut mieux aller chercher une IP que chercher un projet original. Et en même temps, je dis ça, c'est complètement con parce que ma croyance profonde, c'est que il y a rien d'impossible et qu'on peut parfaitement sur un malentendu vendre tout de suite un truc original. Donc, mais vous noterez quand même que mon entrée dans la fiction, c'est by night, enfin, c'est sur un format existant, les Meurtras. Donc, en fait, le sujet, c'est tout est possible, mais quel est le temps que tu as pour que ça advienne? Moi, qui suis un peu pressé, je suis allé chercher des paramètres rationnels de par où ça passe, parce que à la fin, c'est quand même le même travail. Et comme je vous le disais, à côté de ça, j'ai mon petit labo, mon petit coin recherche et développement où je développe les projets, les envies
plus perso. C'est juste que j'ai besoin d'un équilibre entre des trucs qui marchent facilement et des trucs qui marchent moins facilement. Les deux se nourrissent, en fait. Mais ça, il faut se connaître. Il se trouve que je suis un scénariste qui aurait été très, très, très malheureux si j'avais dû galérer trop longtemps. Donc, j'ai mis en place les stratégies pour que ça fonctionne bien et apprendre mon métier par ce biais-là. Et ensuite, je crois qu'il est indispensable de rêver en dehors du marché pour déjà se régénérer, se nourrir et trouver des nouvelles idées. Parce que c'est des nouvelles idées dont on a besoin tout le temps. Mais c'est l'équilibre entre les deux qui est nécessaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, que je le fais, en fait. Tu travailles encore avec Marc Harpoux sur une formation, les moteurs narratifs? J'ai suivi la formation. Il a suivi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de concret dans ta façon de faire? Est-ce que tu as revu un petit peu ou est-ce que ça t'a validé un petit peu dans comment tu écris aujourd'hui? Écoute, déjà, Marc Harpoux, j'ai fait ces 3 formations, les moteurs narratifs, les genres et la narration complexe. Pour moi, c'est le meilleur formateur de la Terre. Il m'a vraiment, le type est extraordinaire de science du scénario, hyper opérationnel. Tous ces outils sont hyper pratiques, hyper utiles. Et des 3, la plus fulgurante, c'est les moteurs narratifs. Ça m'a effectivement mis à l'endroit dans ma tête des intuitions que j'avais, mais où j'avançais un peu en aveugle. Là, cette manière qu'il a eu de rationaliser les moteurs, je l'ai même très consciemment mis en application tout de suite derrière sur La Famille Rose et sur les autres séries. C'est-à-dire, il découpe ça entre les 4 moteurs narratifs. Une histoire peut être drivée par le plot, par le personnage, par le thème ou par la reine. Et chaque histoire est un mix entre ces 4 moteurs narratifs. Il y en a un qui lead et il y en a un qui est voilà. Et donc la part créative du scénariste, c'est ce mix. Chaque scénariste dans son histoire fait son mix entre les 4 moteurs et du coup ça devient son identité à la série. Moi, cette formation m'a complètement fait avancer, fait accélérer. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fait que ce soit aussi clair, aussi bien expliqué, aussi documenté, je l'ai mis en pratique direct. Et pour tout vous dire, sur La Famille Rose, une fois que j'ai eu sorti le pilote, le document de vente et qu'on a vendu le truc, quand on a démarré les arches, je me suis mis au tableau avec Camille je dis voilà, en fait la série ça va être ça. Elle va être leadée par le thriller, donc par le plot à 51%, et je veux que le character driven soit à 49%, c'est-à-dire juste derrière, qu'on ne lâche jamais les personnages, qui soient très très hauts, mais c'est quand même le plot alors ça paraît barbare à dire comme ça, mais si vous avez vu la série, elle est quand même pleine de chair, sans mauvais jeu de mots, de chair humaine, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'avais ce guide et donc j'ai tiré les fils plot sur donc les différents moteurs plot, ensuite les différents moteurs personnages, donc par personnage, sur un grand tableau. Et puis après, je me suis amusé à tisser tout ça, à croiser les trucs. La méthode de Marc, elle est géniale. Vraiment, bravo, Marc Harpoux. D'ailleurs, pour nos auditeurs et nos auditrices, l'épisode avec Marc Harpoux est toujours disponible. Vous pouvez le découvrir sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et tu parlais un petit peu avant de Mathieu Van de Velde, qui est le producteur de La Famille Rose, dont l'épisode est le premier et le dernier de la saison avant la série d'été. Je réussirai à parler, mais c'est la rentrée. On est encore dans la tête dans les vacances. La petite tradition de fin, c'est 3 petites questions tac au tac par Maxence. Donc je te confie dans les bras musclés de Maxence. C'est ça, donc 3 petites questions que tu peux prendre un petit peu de temps pour réfléchir, mais la première idée qui te vient. La première, c'est si tu as un film ou une série que tu pourrais qualifier de préféré. Le film Retour vers le futur. La série Better Call Saul. Voilà. Très bien. Le scénario que tu aurais aimé écrire. Le scénario que j'aurais aimé écrire, c'est ce film de Paul Haggis. C'est Collision. Voilà. J'aurais adoré écrire Collision. Ce film m'a percuté.
la maestria de son écriture et comment il t'emmène à vivre le thème par plusieurs scénettes qui s'entrecroisent et le tableau se dessine au fur et à mesure doucement sous tes yeux avec que des personnages pour lesquels on te donne une lecture première et le film conspire à chaque fois à te retourner le gant sur la lecture que tu as des personnages. Je trouve ça brillant. J'adore quand on rentre dans une histoire avec une certitude et qu'on en ressort avec une autre. Et Collision m'avait produit ça. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir écrit, effectivement. Et pas que parce que ça a eu un Oscar. Le dernier coup de cœur. Eh ben, le dernier coup de cœur, je crois que c'est l'amour. C'est pas très original, mais je vous avoue que j'ai été attrapé par ce film et par cette manière très ébouriffante de traiter d'une histoire d'amour. Ça m'a vraiment chopé, quoi. Qu'est-ce qu'on te souhaite de bon pour la suite, Tigrane? Qu'est-ce que tu te souhaites de bon? Bah, de continuer de m'amuser et d'avoir des nouveaux jouets à chaque fois, d'expérimenter des nouveaux trucs. Comme je vous disais, scénariste, créateur, producteur. Bah, j'aimerais bien peut-être réaliser un petit quelque chose, le long métrage dont je vous parle notamment. Ça tourne un petit peu dans ma tête et pas que. Voilà. Super. Les gens qui ont envie de te suivre, on te retrouve où? En général, les scénaristes ont pas des grands réseaux développés, mais nos auditeurs et nos auditrices qui t'écoutent, qui se disent tiens, j'ai envie de suivre. Je suis pas un hyper grand communicant, mais assez classiquement Facebook, Instagram. Oh bah c'est très bien. Tigrane, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à vous de vous être intéressé à ma modeste activité. C'est très. Voilà. Tu inaugures la saison 2 de Séquence qui, cette saison encore, sera disponible tous les 15 jours à partir du mercredi à 7h du matin, toujours avec moi, toujours avec Maxence surtout. Vous remercie aussi, vous qui nous écoutez, de faire qu'on nous sommes toujours dans le top 20% France et ça c'est vraiment chouette pour un podcast qui est très très spécifique et donc ça c'est vraiment chouette et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On croise beaucoup de producteurs, de prod, même de gens en chaîne qui écoutent le podcast. Et puis on a une petite pensée, on fait un petit message à Manuel Alduy qui était passé dans l'émission, je crois, séquence 9, Maxence, c'est ça? Je crois bien, ouais. Ouais, et qui partage toujours nos podcasts. Donc c'est toujours sympa de voir les anciens invités qui prennent toujours du plaisir à écouter et à suivre. Encore merci, Tigrane. Merci les mecs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Maxence. Et on se retrouve dans 15 jours. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.